voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement pour l'écoute de ce premier épisode d'une série de podcasts consacrés aux clans, ces redoutables guerriers aux mœurs si particulières et aux battlemecs si puissants. Nous aborderons ici l'historique des clans, de leur création à leur établissement dans la sphère intérieure. Cet épisode s'appuie fortement sur la traduction de l'article Sarnas sur le sujet. Attachez vos ceintures, enfilez vos gants de cuir et votre neurocasque, c'est en ligne. Formée en 2556, la Star League est appelée également la Ligue des Étoiles ou la Ligue Stellaire. Elle rassemble l'humanité durant presque 5 siècles de stabilité, de prospérité et d'expansion. Cette période est considérée par beaucoup comme une sorte de zénith de la civilisation, un âge d'or de l'humanité. La nature humaine est cependant telle qu'elle n'est jamais satisfaite, et la soif de puissance et la cupidité n'ayant pas disparu, chaque nation fournit des moyens humains et matériels pour la constitution d'une sorte de force de police, une force de défense commune appelée la SLDF, la Star League Defense Force. Cette force de maintien de la paix bénéficie alors des meilleurs entraînements et du meilleur matériel qui soit. Elle terrasse avec une efficacité imparable toute rébellion, et elle assure la sécurité de la Ligue des Étoiles sous le commandement de son chef suprême, le général Alexander Kerensky. La Ligue s'étend sur l'ensemble de l'univers connu, soit la sphère intérieure, qui constitue les mondes les plus avancés technologiquement, et les mondes de la périphérie qui sont plus lointains et donc moins avancés. À l'aube de 2780, Stéphane Amaris, le dirigeant de la République des mondes de la périphérie, fomente un complot dans l'optique de renverser la Ligue stellaire. Une terrible guerre éclate. Amaris parvient à prendre très brièvement le contrôle de la Terre, la capitale de la Ligue, mais il est finalement tué par les troupes de la SLDF. Cette guerre laisse des cicatrices indélébiles dans la mémoire de l'humanité. Et elle montre, une fois de plus, la fragilité de la nature humaine. Les gouvernements des mondes de la sphère intérieure, les grandes maisons, prennent alors conscience de l'opportunité qui s'offre de renverser l'ordre établi pour asseoir leur propre suprématie. Ainsi, la Ligue stellaire est officiellement dissoute en 2781. Le généralissime de la SLDF, Alexander Kerensky, passe les 2 années suivantes en pourparlers entre les grandes maisons pour tenter de sauver la situation. Finalement, il cesse tout effort en août 2783. Il commence alors à travailler sur un plan qui, espère-t-il, préservera au moins l'esprit de la Ligue. Il fait connaître son plan en février 2784 à l'ensemble des troupes de la SLDF. Il quitterait la sphère intérieure et vivrait en exil, refusant aux grandes maisons à présent concurrentes la possibilité de l'utilisation abusive de la puissance militaire effarante de la SLDF. Le nom de code du plan est Exodus. 80% des membres de la SLDF acceptent le plan. Et en novembre de la même année, ils entreprennent dans l'inconnu leur départ fatidique. Après des années d'un voyage terrible à l'opposé de tout monde connu, l'immense flotte de réfugiés de la Ligue des Étoiles découvre 5 mondes à peine habitables. Il les dénomme les mondes du Pentagone en raison de leur position relative presque pentagonale. Les disciples de Kerensky tentent de revenir à la vie telle qu'ils l'avaient connue, et ils créent à nouveau une ligue stellaire. En 2794, la prospérité semble acquise,
et les efforts de colonisation s'orientent vers un groupe d'étoiles proches, appelé l'amas de Kerensky. En 2800, le premier d'une série d'affrontements à petite échelle éclate sur la planète Eden, entre les colons d'origine capellane et ceux des Soleils fédérés, deux des grandes maisons de la sphère intérieure. En mai de l'année suivante, une rébellion à grande échelle éclate. Kerensky se révèle incapable de ramener les colons au droit chemin, et la violence s'étend encore, cette fois-ci aux 4 autres mondes du Pentagone. En juin de la même année, la guerre totale fait rage sur Eden. Alexander Kerensky planifie une opération pour mettre fin au combat, lorsque, le 11 juin 2801, il meurt d'une crise cardiaque à son poste de commandement. Ainsi commence la guerre civile de l'Exode, qui va finalement embraser les 5 mondes du Pentagone et durer près de 20 ans. En tant que fils aîné d'Alexander Kerensky, le major général Nicolas Kerensky, commandant de la 146e division royale de Battlemech, est son héritier désigné pour prendre le commandement de la SLDF en exil. Bien qu'il bénéficie de la loyauté de sa propre unité et de la majeure partie de la marine, le reste de l'armée le rejette en raison de son manque d'expérience au combat. Il est conscient que la guerre civile est à nouveau inévitable. Nicolas décide d'emmener ceux qui lui sont fidèles dans un second exode, vers l'une des nouvelles colonies dans l'amas de Kerensky, la planète Stranamekti. Nicolas en vient rapidement à la conclusion que les exilés finiront par succomber aux mêmes démons que les précédents. Il décide de remodeler la société de A à Z et cherche à en créer une nouvelle qui élimine tous les préjugés culturels antérieurs et récompense le mérite et les capacités. Il emprunte des idées aux hordes mongoles médiévales, au Japon shogunal et à la Chine du XXe siècle pour créer les 20 clans, chacun étant un bataillon renforcé de 40 guerriers. Parmi les milliers de soldats qui ont rejoint son deuxième exode, des tests rigoureux sont organisés pour s'assurer que seuls les plus aptes, sans distinction de race, de sexe ou de tout autre quota, seuls ces plus forts auront l'honneur de faire partie des 800 guerriers des clans. Nicolas lui-même participe et réussit les épreuves de combat pour prouver sa valeur. En juin 2815, il se déclare Ilkhan, le chef suprême des clans. Au milieu de l'année de 1821, Nicolas juge que le moment est venu et lance l'opération Klondike. Il s'agit de la campagne de reconquête des mondes du Pentagone. En mai de l'année suivante, le succès est au rendez-vous. Et dans un premier temps, les populations libérées sont pour la plupart soulagées. Cependant, la brutalité des mois qui suivent cette libération incite certains clans à remettre en question les méthodes de Nicolas et son leadership. Les premières manifestations de mécontentement viennent du clan des Jade Falcon. Mais l'opposition à l'autorité de l'Ilkhan se regroupe finalement au sein du clan Wolverine. L'opposition atteint son paroxysme en août de 1823. Et après divers affrontements politiques et militaires, la première épreuve d'annihilation est menée contre le clan Wolverine. Cette épreuve d'annihilation est un combat à mort ritualisé, mené avec l'ensemble des technologies à portée de main des belligérants. L'Ilkhan remporte l'épreuve, ce qui lui permet de restructurer la société et de jeter les bases pour un futur prospère, le monde quelque peu utopique qu'il envisage. De nouveaux mondes sont explorés et colonisés. L'industrie est redynamisée et la population atteint finalement son niveau technologique d'avant-guerre grâce à un programme d'eugénisme avancé. Mais 2 ans plus tard, une tragédie se produit lors d'une épreuve de refus entre le clan Wolf et le clan Widowmaker. L'épreuve dégénère en un duel et une mêlée incontrôlable. L'Ilkhan tente de s'interposer,
mais il est accidentellement pris pour cible et tué par le Khan des Widowmakers. L'ensemble des clans se réunit alors. Furieux, ils détruisent les Widowmakers. Les seuls survivants sont absorbés par le clan Wolf. Les 100 années suivantes, entre 2830 et 2930, sont appelées le siècle d'or. C'est une période d'une prospérité et de croissance immense. L'assouplissement des mœurs et des tabous sociaux, qui avaient été essentiels à la survie au début du second exode, devient un élément permanent de la culture du clan. De nombreux progrès scientifiques et technologiques ont lieu à cette époque, notamment lorsque le clan Coyote présente le premier Omnimech en 2854 et lorsque le clan Wolf produit la première Battle Armor en 2868. Des évolutions technologiques et militaires majeures qui impacteront l'ensemble de l'humanité dans les années à venir. Au cours du siècle politique qui suit, la société des clans se regroupe autour de deux points de vue divergents. D'une part, les croisés, qui pensent qu'il faut rétablir la Ligue stellaire par la force en se plaçant à sa tête. Et d'autre part, les gardiens, qui pensent qu'il faut protéger la sphère intérieure des menaces extérieures, tout en lui laissant sa propre culture. Le clan des Jade Falcon est à l'avant-garde de la faction des croisés, avec les Smoke Jaguars. Ils sont les premiers à présenter une motion au Grand Conseil pour envahir la sphère intérieure, en 2980. Cette motion est rejetée par les chefs de la faction des gardiens, les clans Wolf et Coyote. Mais les gardiens savent que l'opinion publique se retournera contre eux, et que ce n'est qu'une question de temps avant que les croisés ne rassemblent suffisamment de soutien pour les renverser. Le débat se poursuit pendant des décennies. Le Grand Conseil des clans crée un service de renseignement pour tenter d'obtenir des informations sur l'état de la sphère intérieure. Et en 3000, les clans sont sur le point de débuter l'invasion. Lorsque les rumeurs de la 4e guerre de succession de la sphère intérieure, puis de la guerre de 3039 leur parviennent, ils soumettent à nouveau l'invasion au vote. Celle-ci est reportée de justesse, grâce à nouveau aux efforts du clan Wolf. Au cours de l'été 3048, un vaisseau d'exploration de Comstar apparaît en orbite de Huntress, la capitale des Smoke Jaguars. Le vaisseau s'appelle l'Outbound Light. Il est rapidement capturé. Le Khan des Smoke Jaguars, Leo Showers, est un fervent croisé. Il dispose alors du prétexte idéal pour imposer son programme. Il est le seul en possession d'une source d'informations fiable sur la sphère intérieure. Il la manipule à son avantage, et le 21 novembre, il la présente au Grand Conseil et obtient un vote en faveur de l'invasion de la sphère intérieure. Showers est élu Ilkhan un mois plus tard. Il est le premier depuis un siècle. Il va pouvoir superviser l'effort d'invasion. Un an plus tard, l'opération Revival débute officiellement. D'abord par la conquête des mondes de la périphérie, puis, le 7 mars 3050, par l'invasion de la sphère intérieure proprement dite. Les défenses de la sphère intérieure sont peu préparées pour un assaut de cette ampleur. Elles s'effondrent rapidement face à l'assaut des clans. Ceux-ci remportent des succès spectaculaires lors des 2 premières vagues de leurs invasions. Mais ils sont entachés par leur incapacité à capturer ou à tuer l'héritier du Commonwealth fédéré, ainsi que par leur incapacité à réaliser qu'ils ont capturé l'héritier du combinat Draconis. L'invasion dégénère rapidement en une course à la conquête du plus grand nombre de mondes entre les différents clans. Les Falcons subissent des revers à la bataille de Twycross et les Jaguars à la bataille de Walcott. Mais il faut la mort soudaine de l'Ilkhan Showers le 1er novembre 3050 pour mettre un terme à l'invasion. Les clans envahisseurs se rendent compte qu'ils doivent élire un nouvel Ilkhan pour mener cette invasion. Mais un tel processus ne peut avoir lieu qu'avec un vote de tous les guerriers titulaires d'un nom du sang,
ce qui les oblige à retourner sur leur monde d'origine. Ce processus dure 1 an et permet à la sphère intérieure de se reconstruire et de se préparer. La 5e vague d'invasion débute en novembre 3051. Elle est dirigée par Ulrich Kerensky du clan Wolf. Tout porte à croire qu'elle va permettre de balayer les défenses de la sphère intérieure. Cependant, c'est également à cette époque que l'Ilkhan Kerensky révèle à Comstar que le but de l'invasion est la Terre elle-même. Or jusqu'à présent, l'association Comstar, qui s'occupe de télécommunications dans la sphère intérieure, était restée relativement neutre dans ce conflit, aidant même les clans à administrer les mondes qu'ils avaient conquis. Mais le siège de leur pouvoir étant menacé, la Terre, le précentor martial Anastasius Focht fait une proposition audacieuse. Comstar et sa Comguard affrontera les clans sur un site neutre pour décider du sort de l'invasion. En cas de victoire, les clans devront accepter une trêve de 15 ans. En cas de défaite, la Terre leur appartiendra. Ceci évoque les défis que se livrent les clans entre eux. La bataille de Toukaïd qui s'ensuit est une victoire retentissante pour Comstar, et elle met fin à l'opération Revival. Bien que les termes de l'accord permettent toujours d'attaquer les mondes situés au-dessus de la ligne du traité, la trêve de Toukaïd est une pilule difficile à avaler pour les clans. Les croisés du clan Kerensky en particulier accusent l'Ilkhan Kerensky d'être responsable de ce désastre. Au cours de l'été 3057, ils accusent l'Ilkhan d'un véritable génocide pour avoir refusé à leurs guerriers le droit de combattre la sphère intérieure. L'Ilkhan décide de porter ses accusations devant le Grand Conseil, qui le déclare coupable à une courte majorité. S'ensuit la guerre du refus, un conflit qui voit les clans Wolf et Jade Falcon dévastés, et le premier, le clan Wolf, divisé en 2. Le premier clan qui s'ensuit, le clan Wolf à l'esprit croisé, et le second est le clan Wolf en exil, qui conserve un esprit de gardien. Cependant, chacun des clans, plus ou moins dévastés, attaque ses voisins dans une démonstration de force. Les Jade Falcons pénètrent dans l'alliance lyrienne jusqu'à Coventry, tandis que les Wolves attaquent les Smoke Jaguars à la recherche de nouveaux reproducteurs. En 3058, les clans se réunissent sur Strana Mekti pour élire un nouvel Ilkhan. C'est un Smoke Jaguar, Lincoln Osis, qui est élu et qui décide de reprendre l'invasion. Pendant les 6 mois qui suivent, les clans poursuivent leurs préparatifs. Les Jade Falcons et les Wolves lancent les épreuves de la moisson afin de reconstituer leurs forces brisées. Lorsque, enfin, ils sont prêts à attaquer, ils reçoivent des nouvelles inquiétantes. Les États successeurs de la sphère intérieure se sont ralliés sous la bannière de la Seconde Ligue stellaire, et ils ont lancé leur propre attaque, l'opération Bulldog, destinée à chasser les Smoke Jaguars de la sphère intérieure. Par la force des armes, et grâce au changement de camp du clan Novacat et à la neutralité du clan des Ghostbeard, la Seconde Ligue stellaire réussit à reconquérir tous les mondes conquis par les Smoke Jaguars en quelques mois. Le deuxième coup de poing est donné au début de l'année 3060, lorsque l'opération Serpent, lancée simultanément avec l'opération Bulldog, apparaît en orbite au-dessus de la planète Huntress. La bataille fait rage sur la planète Smoke Jaguar depuis les premiers débarquements le 2 mars jusqu'à la victoire finale de la sphère intérieure le 7 avril, date à laquelle cette seconde ligue stellaire remplit son objectif, détruire complètement un clan croisé. Ils espèrent que cela donnera aux gardiens plus de pouvoir politique. Et le 12 avril, la SLDLF renaissante envoie une délégation sur Strana Mekti. Devant le Grand Conseil, la délégation sollicite une épreuve de refus contre l'invasion de la sphère intérieure. L'Ilkhan Osis accepte, mais lui-même et le reste du Conseil sont pris au dépourvu
lorsque le clan Ghostbeard déclare qu'il ne participera pas à l'épreuve et qu'il a changé d'allégeance pour la faction des gardiens. Tous les clans gardiens refusent également de participer. Il ne reste donc dans le clan des croisés que les Smoke Jaguars pour affronter les forces de la sphère intérieure lors du grand refus. Celle-ci s'achève sur un score de 5 victoires, 2 défaites et 1 match nul pour la sphère intérieure qui l'emporte. Les clans sont donc tenus par leur honneur d'adhérer au traité de Toukaïd. Le Grand Conseil doit donc absorber et débattre de ce qui s'est passé au cours des mois précédents. En raison de leur trahison aux côtés de la sphère intérieure, le Khan Nbuta du clan Starador demande l'anéantissement des Novacats. Cependant, les gardiens, menés par le clan Ghostbeard, bloquent ce vote. Au lieu de cela, le Khan Ward du clan Wolf demande leur abjuration, ce qui obtient la majorité des 4/5 nécessaires, et les Novacats ont un mois pour évacuer leurs possessions. La suite est connue sous le nom de guerre des possessions, tous les clans se battant entre eux pour prendre possession de cette terre désormais inoccupée des Smoke Jaguars, des Ghostbeards et des Novacats. Les conflits se prolongent ainsi jusqu'en 3062. Après l'effondrement de la Seconde Ligue stellaire et la fin de la trêve de Toukaïd en 3067, les clans élisent un nouvel Ilkhan pour reprendre l'invasion de la sphère intérieure. Cependant, la guerre civile fait maintenant rage entre les clans envahisseurs et les clans gardiens, au cours de ce qui sera plus tard connu sous le nom de guerre de récupération. Et cette guerre divise définitivement la société des clans en deux. Les clans envahisseurs seront expulsés des mondes d'origine des clans et fondent le Conseil des Six dans la sphère intérieure. Face à eux, les clans gardiens, estimant que la sphère intérieure a contaminé leur culture par l'intermédiaire de leurs frères, instaurent deux nouvelles philosophies connues sous le nom de bastion et d'agresseur. Les membres des clans sont en apparence proches des humains de la sphère intérieure. Mais leur mentalité, leurs mœurs, leur philosophie, toute leur vie est centrée sur le combat et la guerre qu'ils idéalisent. Découvrez cela, leur rapport aux grandes maisons de la sphère intérieure ainsi que leur destin dans les prochains épisodes de La Voix Maudite. Merci pour votre écoute et à bientôt. Communications offline.